Bonjour, je suis Kees. Mon beau-père a battu ma sœur jusqu'au sang pendant que sa petite fille hurlait depuis son fauteuil roulant. Et ma mère, elle a juste crié, paye ou dégage, puis les a jetées toutes les deux dans une tempête de neige. J'ai conduit plus de 200 miles cette nuit-là pour les ramener à la maison. Mais ce que j'ai trouvé en arrivant là-bas, ce n'était pas seulement une porte cassée ou une peau gelée. C'était une vérité que j'avais ignorée toute ma vie. La famille ne signifie pas toujours l'amour. Parfois, elle signifie la survie. Avant de commencer, d'où m'écoutez-vous? Quelle heure est-il là-bas? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et dites-moi, auriez-vous fait demi-tour ou auriez-vous affronté la tempête comme je l'ai fait? La neige avait commencé à tomber cet après-midi-là. Lente, silencieuse, douce au début. Je me souviens l'avoir regardée dériver devant ma fenêtre en sirotant une tisane à la camomille, mon ordinateur portable ouvert, des courriels clignotants, non lus. J'avais prévu de visiter Omaha ce week-end-là. Ma sœur avait mentionné qu'Avaline ne se sentait pas bien, et je ne les avais pas vus depuis Noël. Mais j'étais submergé de travail et de délai. Je pensais que j'avais le temps. Vers 21h45 ce soir-là, je me suis étiré, prête à terminer ma journée. C'est là que je l'ai remarqué. 3 appels manqués du numéro de ma sœur. J'étais sur le point de rappeler quand le téléphone a sonné à nouveau. Tati Kees. La voix était faible, tremblante. Ava? Mon cœur s'est serré. Ma chérie, où est maman? Elle saigne. Papy l'a frappée, a-t-elle chuchoté, le son si fragile qu'il était à peine audible. Il l'a poussée contre la table et puis mamie a dit de sortir. Elle est en colère. Elle nous a dit de partir. Quoi? Je me suis levé si vite que ma chaise a failli basculer. Où êtes-vous maintenant? Êtes-vous en sécurité? Il y a eu un bruit de fracas à l'autre bout du fil. Des cris étouffés. Et puis je l'ai entendu, la voix de Velora, dure et tranchante à travers les parasites. Prends ta gamine et allez geler dehors, bande de sangsues. Une porte a claqué. Ava, ai-je crié, mais la communication avait été coupée. J'ai fixé le téléphone pendant quelques secondes, espérant qu'il sonne à nouveau. Il ne l'a pas fait. Dehors, la neige s'était épaissie, fouettant de côté sous la lumière du porche. Une alerte de tempête clignotait au bas de l'écran de télévision en sourdine. Je n'ai pas fait de sac. J'ai attrapé mes clés, mon manteau et la trousse de premier secours que je gardais toujours approvisionnée sous l'évier de la cuisine. Mes mains tremblaient en sortant de Lincoln en voiture, mais pas à cause du froid. Les routes étaient à peine visibles, le blizzard avalant chaque point de repère. J'ai conduit à l'aveugle pendant de longs moments, me fiant au sillon des pneus de semi-remorque et à la faible lueur de mes phares. Les essuie-glaces grattaient la glace, ma prise se resserrait sur le volant. Toutes les quelques minutes, un souvenir me revenait. La fois où Marlo l'avait giflé pour être rentrée trop tard. Elle avait 16 ans. Valora avait dit, elle l'a bien cherché. Regarde comment elle est habillée. J'avais 18 ans alors. J'avais ravalé ma colère, pensant que c'était peut-être un incident isolé. Puis le jour où elle est arrivée à mon appartement avec une lèvre fendue, disant qu'elle avait trébuché. Avaline était à peine un bambin. Je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais y croire parce que l'alternative que notre mère ait épousé un homme qui pouvait nous faire du mal et soit resté sans rien faire était trop horrible à affronter. Plus je conduisais, plus il était difficile de respirer. Ma poitrine me faisait mal. Mon esprit oscillait entre la fureur et la culpabilité, comme un pendule. J'ai atteint la périphérie d'Omaha juste avant minuit. Le vent hurlait comme une bête. Une station-service brillait faiblement à travers la neige tourbillonnante. Elles étaient blotties près de la machine à glace. Ophélie était assise sur le trottoir, ses bras serrés autour d'Avaline, qui était emmitouflée dans un manteau élimé et serrait quelque chose de bordeaux. En m'approchant, je l'ai reconnue, une vieille écharpe que j'avais tricotée quand Ava avait 5 ans. Elle l'appelait sa cape de héros. J'ai ouvert la portière brusquement. Montez. Maintenant. Ophélie a levé les yeux lentement. Sa joue gauche était enflée. Le coin de sa lèvre était ouvert. Ses mains étaient nues, rouges et à vif. Je ne voulais pas qu'elle t'appelle, dit-elle d'une voix rauque. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti, j'ai aidé à soulever Avaline et son fauteuil roulant sur la banquette arrière, puis j'ai à moitié porté ma sœur à l'intérieur. Le chauffage soufflait à fond,
mais leur peau était glacée. Une fois à l'intérieur, j'ai tendu à Ophélie une bouteille d'eau et j'ai enveloppé les jambes d'Ava avec ma couverture de rechange. Aucune d'elles n'a parlé. Avaline a finalement rompu le silence. Je t'ai appelé, a-t-elle murmuré, parce que maman ne voulait pas. Elle a dit que tu avais du travail, mais j'avais peur. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai démarré le moteur et j'ai commencé à conduire. Lentement, délibérément. Dans le rétroviseur, je la voyais fixer ses mains, la honte et l'épuisement gravés sur chaque trait de son visage. Ava s'était recroquevillée à côté d'elle, tenant toujours cette écharpe. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais quelque chose en moi, quelque chose de profond, de féroce et d'ancien s'est fissuré, comme une rivière gelée qui cède sous une trop forte pression. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'échymose ou d'une lèvre fendue. Il s'agissait de chaque silence que nous avions enduré. Chaque fois qu'on nous avait dit de nous taire, d'arrêter d'exagérer, de ne pas gâcher la famille. Et maintenant, on en était arrivé là. J'ai regardé les bleus, le sang, et cette petite écharpe déchirée. Et j'ai su que je ne faisais pas que les ramener à la maison. Je les conduisais loin de l'enfer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Même après notre retour à la maison, après avoir aidé Ophélie à sortir de la voiture et porté Avaline sur les marches glacées du Porsche, enveloppé dans des couvertures, mon corps ne s'est jamais vraiment détendu. Mon esprit rejouait en boucle, des lèvres ensanglantées, des joues striées de larmes, et la manière vide dont ma sœur m'avait remercié, comme si je venais de lui donner un manteau au lieu d'une issue de secours. Mais je n'étais même pas sûr que ce fût une issue de secours. Le vent avait hurlé toute la nuit, et au moment où la lumière du soleil s'est glissée sur le tapis de mon salon, le blizzard avait peint tout le quartier d'un silence blanc. Le monde semblait paisible. Mais à l'intérieur, le calme avait un poids, comme si quelque chose de fragile pouvait se briser si l'on bougeait trop vite ou si l'on respirait trop fort. J'étais assise sur le bord du canapé, tenant une tasse de thé chaud, fixant la vapeur qui s'enroulait comme si elle pouvait emporter toute la tension de la nuit précédente. Ce ne fut pas le cas. Depuis la salle de bain, je pouvais entendre le doux clapotis de l'eau et le bruissement d'Ophélie qui bougeait. Elle n'avait pas dit grand-chose. Juste merci quand je lui ai tendu une serviette et que je lui ai indiqué la douche. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Pendant ce temps, Avaline s'était endormie dans mon ancienne chambre, recroquevillée sous le couvre-lit que grand-mère Joy m'avait cousu en 1997. Je l'avais sortie du débarras avec quelques dessins animés et une girafe en peluche que je ne pouvais pas jeter. Cette girafe était maintenant nichée sous le bras d'Avaline comme si elle lui avait toujours appartenu. J'ai essayé de me distraire, j'ai rangé la cuisine, mis de la soupe à réchauffer, rempli l'humidificateur, mais rien n'a calmé le bourdonnement sous ma peau. Ce n'était pas seulement la nuit dernière. C'était tout ce qui s'était accumulé pendant des années et qui avait finalement éclaté comme de la glace sous une trop forte pression. Je repliai une pile de torchons quand Ophélie est entrée dans la pièce, enveloppée dans un peignoir que je n'avais pas porté depuis des années. Ses cheveux étaient humides. Elle tenait la tasse que je lui avais laissée sur le comptoir comme si elle pouvait lui brûler les doigts. Elle a pris une gorgée, puis a grimacé, comme si même le thé l'avait trahi. « Je sais à quoi tu penses, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais peur que si je le faisais, ma voix serait trop chargée. Je n'appelle pas la police, ai-je dit finalement. Pas encore. Ses épaules se sont affaissées comme si elle avait retenu sa respiration tout ce temps. S'il te plaît, ne le fais pas, a-t-elle murmuré. Je me suis tourné complètement vers elle. Ophi, il t'a frappé. Tu saignes. Ton enfant criait depuis un fauteuil roulant. Ils vous ont jeté dehors dans une tempête de neige. Comment est-ce que ce n'est pas criminel? Ses yeux ont brillé, mais elle n'a pas pleuré. Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre. Elle s'est affalée sur le tabouret de bar comme si ses genoux ne pouvaient plus la soutenir. J'étais en retard pour le loyer, a-t-elle dit. D'environ 2 semaines. J'ai essayé de compenser avec l'allocation d'invalidité, mais... Je l'ai dévisagé. Mais quoi? Elle a baissé les yeux. Maman l'a prise. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour les courses. Puis la semaine suivante, j'ai vu les billets de croisière sur le comptoir. Les Caraïbes, pour elle et Marlowe. Mon estomac s'est retourné. Et tu l'as laissé faire, ai-je demandé, en essayant de ne pas laisser paraître mon agacement. Elle m'a dit que si je ne le lui donnais pas chaque mois, nous étions dehors. Elle a dit que je devrais être reconnaissante qu'il me laisse vivre là.
Elle a dit qu'Avaline ne tiendrait pas une journée dans un refuge. Les mots ont raclé quelque chose de profond en moi. Ophélie fixait le thé, maintenant intact. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était comme si chaque mois que je restais, je devais payer pour exister. Et la nuit dernière, ai-je demandé. C'était quoi, un dernier avertissement? Elle a hoché la tête lentement. J'ai essayé de discuter. Marlowe ne voulait rien entendre. Il m'a attrapé le poignet, m'a bousculé. Quand Ava a crié, il s'est tourné vers elle. C'est là que j'ai crié. C'est là qu'il. Elle s'est interrompue et a touché sa lèvre. Un nœud s'est formé dans ma gorge. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'allais partir l'année dernière. J'avais un plan. J'avais de l'argent de côté. Mais maman l'a découvert. Elle a dit qu'elle appellerait la protection de l'enfance. Elle a dit que j'étais instable. Elle a dit que j'étais inapte et qu'il prendrait Ava. Je ne pouvais plus me retenir. Je me suis approché et j'ai doucement touché son épaule. Elle a menacé ta fille pour te garder sous sa coupe. Ophélie a hoché la tête. J'ai serré la mâchoire si fort que ça faisait mal. Ce n'est pas de l'éducation. C'est du contrôle. C'est de la maltraitance. La pièce est redevenue silencieuse. Dehors, la lumière du soleil rebondissait sur la neige comme si elle essayait de nous aveugler à la vérité à l'intérieur. Juste à ce moment-là, le doux bourdonnement du fauteuil roulant d'Avaline a résonné dans le couloir. Elle est entrée, les joues roses, tenant une feuille de papier à deux mains. Tati Case, a-t-elle gazouillé. Je nous ai dessiné. Elle a brandi un dessin au crayon. 3 femmes se tenant la main à côté d'une petite maison avec une cheminée et un chien. Des flocons de neige remplissaient le ciel. L'une des femmes avait une écharpe violette. La mienne, probablement. Le personnage du milieu avait un grand sourire et des cheveux blonds qui se dressaient comme des éclairs. Le style habituel d'Avaline. C'est notre nouvelle maison, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Notre refuge. Mon souffle s'est coupé. Je me suis agenouillé et l'ai prise dans mes bras. Oui, ma chérie. C'est exactement ça. Elle a rayonné. J'ai appelé le chien dos nu. J'ai ri, en me retenant à grand-peine de m'effondrer. Mais en tenant ce dessin dans mes mains, quelque chose en moi s'est tordu. Une partie de moi savait déjà que ce n'était pas fini. Loin de là. Avaline s'était endormie peu de temps après m'avoir montré le dessin. Elle gisait recroquevillée sous la vieille couverture que maman avait faite quand Ophélie et moi étions enfants. Une petite main enroulée autour de son chien en peluche, l'autre posée lâchement sur le dessin. La maison était enfin devenue immobile, assez silencieuse pour que je puisse entendre le grincement du chauffage qui se mettait en marche, la lente fonte de la neige glissant des avant-toits. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine et me suis versé une tasse de camomille, la vapeur tourbillonnant dans la faible lumière au-dessus de la cuisinière. Mon esprit ne parvenait pas à se calmer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la pommette enflée d'Ophélie. J'entendais le cri d'Avaline cette nuit-là. Je sentais le froid mordant à travers son manteau mouillé. Le thé n'a pas aidé. Je me suis assise à la table, le téléphone à la main, parcourant les listes de refuges d'urgence et de groupes d'aide juridique au cas où cette situation dégénérerait encore plus. Une partie de moi savait déjà que ce serait le cas. C'est alors que j'ai remarqué que son téléphone clignotait en rouge de l'autre côté du comptoir. Batterie faible. Je me suis penché pour le brancher, avec l'intention de le laisser sur le plateau près du canapé, mais l'écran s'est allumé. Il y avait une petite icône de messagerie vocale dans le coin, non lue. J'ai hésité, puis j'ai tapé dessus. Sa voix est parvenue instantanément. Velora. Si tu m'embarrasses encore devant Marlowe, je jure que je te ferai disparaître. Ta gamine a intérêt à se taire aussi. La tasse a glissé dans ma main et a cliqueté contre le comptoir. Je l'ai rejoué. Les mêmes mots, le même venin, le même ton glacial avec lequel j'avais grandi. La même voix qui chantait autrefois des berceuses et nous disait que le monde était dangereux si nous ne faisions pas tout exactement comme elle le voulait. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. Elle avait menacé d'effacer sa propre fille et sa petite-fille. Je me suis assise lourdement sur le bord du canapé, les doigts froids. Le message vocal s'est terminé. J'ai copié le fichier audio et me le suis envoyé par courriel. Puis je l'ai supprimé du téléphone d'Ophélie. Mais il était trop tard. Les mots s'étaient déjà gravés en moi. Soudain, j'avais de nouveau 18 ans,
debout près de la porte d'entrée avec une valise dans une main et ma lettre de bourse dans l'autre. J'avais été admise à l'université, hors de l'État, une bourse complète, la meilleure nouvelle de ma vie. J'étais descendu pour leur annoncer, le cœur battant. Valora m'avait giflé, une seule fois, mais cela a résonné dans mes oreilles pendant des années. Tu te crois meilleur que nous maintenant? N'oublie pas qui t'a nourri, ma fille. Tu dois tout à cette famille. Je ne l'avais jamais dit à personne. Ni à ma colocataire d'université, ni même vraiment à moi-même. Maintenant, ce souvenir remontait avec une amertume que je ne pouvais pas avaler. J'ai pris quelques respirations lentes et je me suis levé. Ophélie était recroquevillée sur le canapé, un bras drapé sur ses côtes de manière protectrice. Sa respiration était inégale, à moitié endormie, à moitié agitée. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai doucement touché son épaule. Elle a sursauté, surprise, puis m'a regardé. Ai-je murmuré. Désolé de te réveiller, mais je dois te montrer quelque chose. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. Le message de Valora a rempli la pièce. J'ai couvert sa bouche. La couleur a quitté son visage. Au moment où il s'est terminé, des larmes coulaient déjà sur ses joues. Elle a toujours dit que c'était de ma faute, a-t-elle murmuré. Même cette nuit où Marlo m'a poussé contre la table basse et qu'Avaline a crié, elle a dit que je l'avais énervé, que je l'avais provoqué. Sa voix s'est brisée. Et je l'ai cru. Dieu m'en soit témoin, qu'est-ce? Je l'ai cru. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris son visage entre mes deux mains. Ça s'arrête maintenant, ai-je dit. Fini la culpabilité. Fini de se cacher derrière ses mensonges. Elle a essayé de sourire, mais sa bouche tremblait trop. Tu te souviens de ce Noël où il a jeté ton cadeau dans le feu, ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête, hébétée. Elle a ri. Elle a dit que tu étais trop sensible. Un autre hochement de tête. Plus de larmes. Ce n'était jamais toi. Elle a appuyé sa tête sur mon épaule et a pleuré. Pas les larmes silencieuses et honteuses auxquelles elle était habituée, mais les sanglots douloureux de quelqu'un qui a tout gardé trop longtemps. Je n'ai rien dit d'autre. Je l'ai juste tenue pendant qu'elle s'effondrait. Plus tard, après qu'elle se soit rendormie, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai ouvert mon agenda. Dans le calme, j'ai écrit une seule phrase sur la page, pas de pardon sans vérité. Puis j'ai fermé le livre et éteint la lampe. Il était presque 2 heures du matin. La neige fondait encore dehors, s'écoulant lentement et régulièrement des gouttières. Un nouveau jour arrivait. Mais alors que je me tenais là à écouter le silence, je savais au plus profond de moi que ce n'était pas seulement un sauvetage. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de plus difficile. J'ai marché dans le couloir pour voir comment allait Avaline. Elle dormait, de douces respirations s'élevant et s'abaissant. Son dessin était toujours posé à côté d'elle sur la table de nuit. 3 femmes se tenant la main avec un chien, la maison derrière elle couverte de flocons de neige. Je l'ai regardé pendant un long moment, et alors que je le prenais doucement pour lisser les bords froissés, j'ai entendu mon propre battement de cœur sourd dans mes oreilles. Ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai à peine dormi. Même après m'être recouché, chaque fois que je fermais les yeux, je continuais d'entendre la voix de Valora dans ce message aigu, cruel, résonnant comme si elle avait été gravée dans l'air même. Si tu m'embarrasses encore devant Marlo? Le lendemain matin est arrivé, gris et lourd, comme si le ciel lui-même s'était affaissé. La cuisine sentait légèrement la camomille de la veille, la tasse toujours posée à côté de l'évier. Je me suis déplacé lentement, en faisant attention de ne pas réveiller Avaline, qui était recroquevillée sur le canapé avec sa loutre en peluche toujours nichée sous son bras. J'étais encore en peignoir quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour prendre le journal, quelque chose que je ne lisais même pas la plupart du temps. Mais ce matin-là, j'avais l'impression d'avoir besoin d'une raison pour ouvrir quelque chose qui n'était pas un souvenir. Mais au lieu du journal, je l'ai trouvé lui. Marlo. Debout sur mon porche comme s'il venait juste de passer pour le brunch, tenant un sac cadeau froissé d'une station-service et un bouquet si fané qu'il semblait voler dans un bac de liquidation. Il souriait. Souriant comme si rien de tout cela ne s'était passé, comme s'il ne l'avait pas jeté à terre il y a quelques jours à peine, comme si Avaline n'avait pas crié depuis son fauteuil, impuissante. « Bonjour, qu'est-ce » dit-il, tout en sourire mielleux. « Je suis ici pour prendre des nouvelles de mes filles. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je l'ai juste regardé,
tenant la porte à moitié fermée comme si elle pouvait me protéger de l'audace pure de cet homme. « Tu ne t'attendais pas à moi, hein ?» a-t-il poursuivi en penchant la tête. « Je me suis dit que tu ferais ce qu'il faut, laisser la famille discuter. » J'ai ravalé la chaleur qui montait dans ma gorge. « Marlowe, tu dois partir. Maintenant. » Il a gloussé, s'avançant comme s'il était propriétaire de la marche sous sa botte. « Allons, ne sois pas comme ça. Avaline me manque, et Ophélie et moi, nous avons des choses à régler. »« Non, dis-je, plus sèchement cette fois. Elle ne veut pas te voir, et tu ne mettras pas un pied dans cette maison. » Il a haussé un sourcil et s'est appuyé contre le cadre de la porte. « Tu te prends pour l'héroïne maintenant, hein? Arrivant avec ton numéro de sauvetage comme une sœur de téléfilm. N'oublie pas qui a signé le bail de cet appartement. Mon nom y est toujours. Je me fiche du nom qui est sur le papier, dis-je. Tu as levé la main sur ma sœur. Tu as menacé son enfant. » Il a levé le menton, les yeux se plissant juste assez pour laisser tomber l'air amical. « Cet appartement est toujours à moi. Tu veux jouer à des jeux juridiques, qu'est-ce? Très bien. Je peux appeler les flics. Dire que quelqu'un a enlevé ma famille. Dire que tu les retiens ici contre leur volonté. » Ma poitrine s'est serrée. Pas de peur, du moins pas pour moi, mais pour Avaline. Pour Ophélie, qui venait à peine de recommencer à respirer comme si le monde ne pouvait plus lui faire de mal. « Alors tu devrais peut-être commencer à t'entraîner à dire ça au tribunal, » dis-je doucement. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, juste une seconde. Puis il a laissé tomber le sac à mes pieds et a ricané. « Tu crois tout savoir. Tu as toujours été comme ça. Tu n'as pas changé depuis le lycée. Juste plus bruyante. » Je suis sorti, fermant fermement la porte derrière moi. Je pouvais sentir l'air frais sur ma peau. Je pouvais entendre la douce respiration d'Avaline à travers la fenêtre de devant derrière moi. « Tu as 10 secondes pour quitter mon Porsche, Marlowe, ou c'est moi qui appellerai la police. » Il m'a regardé, le sourire narquois disparu, quelque chose de plus sombre prenant sa place. « Tu le regretteras, » a-t-il dit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Il a ricané et s'est retourné, retournant péniblement à son camion. Le bouquet gisait face contre terre dans la neige fondue près de ma boîte aux lettres. Quand je suis rentré, j'ai vérifié chaque fenêtre, chaque serrure, 2 fois. J'ai trouvé Ophélie dans la cuisine, qui se réveillait à peine. Ses cheveux étaient emmêlés d'un côté, et les bleus sur son bras, bien que jaunissants, semblaient encore douloureux. Elle m'a regardé, et quelque chose dans mon visage a dû lui dire. « Il est venu ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Avec des fleurs ?» a-t-elle ri. Amère et sèche. Il apporte toujours des fleurs après quelque chose de terrible. Je me suis assise en face d'elle à la table et j'ai pris doucement ses mains. Il a dit certaines choses. Il a menacé de signaler un enlèvement. Il a dit que son nom était toujours sur ton bail. Son visage a perdu toute couleur. Elle a retiré ses mains, serrant ses coudes. Il essaie d'obtenir l'acte de naissance d'Avaline. Il a dit qu'il en avait besoin pour l'assurance. Je ne pensais pas. Tu ne voulais pas croire qu'il irait aussi loin, dis-je, terminant pour elle. Elle a hoché la tête. Ses épaules ont tremblé une seule fois. Je ne le laisserai plus vous approcher, dis-je. Mais nous devons être prêtes. Quoi qu'il prépare, il pense avoir le pouvoir. La voix d'Ophélie s'est brisée. Il pense toujours ça. J'ai regardé l'agenda posé sur le comptoir. La page d'hier était toujours ouverte. Mon écriture, petite mais certaine, me fixait. Pas de pardon sans vérité. J'ai tourné la page. Ce soir-là après le dîner, une fois la vaisselle faite et Avaline couchée, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. Je ne me suis pas arrêté avant près de 3 heures du matin. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé trouver. Cette nuit-là, après avoir verrouillé chaque porte et vérifié chaque fenêtre, je me suis fait une tasse de décaféiné et me suis assise en tailleur sur le lit d'amis. La lueur de mon ordinateur portable éclairait la pièce par impulsion douce, et la respiration régulière d'Avaline provenant du babyphone était le seul son en dehors du craquement occasionnel des vieilles lattes de plancher. Mon cœur ne s'était pas ralenti depuis que Marlowe avait quitté mon Porsche ce matin-là. Ce sourire narquois, cette menace voilée. Cela ne m'avait pas quitté. J'avais donc commencé avec des termes de recherche simples, tutelle temporaire pour mineurs, procédure de garde d'urgence,
droits légaux des non-parents s'occupant d'enfants handicapés. Les résultats n'étaient pas encourageants. Chaque article donnait l'impression qu'il me faudrait un avocat, 3 déclarations sous serment et un petit miracle. Mais quelque chose a fait tilt vers 2h17 du matin, juste après que j'ai noté une phrase qu'Ophélie avait dite une fois il y a des années lors de l'un de ses appels téléphoniques chuchotés qu'elle passait pendant que Marlo était sous la douche. Si quelque chose arrive, ce sera toi. Je me souviens qu'elle avait dit ça. Je me souviens même qu'elle avait parlé de papier une fois. Des trucs légaux. Je me suis doucement reculé du lit et j'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir, en faisant attention de ne pas les réveiller. Dans le salon, je me suis accroupi à côté de la valise d'Ophélie. Elle était fermée par une fermeture éclair mais pas verrouillée, et elle avait toujours eu l'habitude de garder des choses au cas où nichées entre des vêtements pliés, cachés mais pas disparus. J'ai fouillé à travers des couches de pull, des pantalons en flanelle douce, une bouteille de Tylenol de voyage, et puis je l'ai vue. Une enveloppe, manille, usée sur les bords, le rabat tenant à peine fermé. À l'intérieur se trouvaient des formulaires juridiques, imprimés, datés de 2 ans. Son écriture remplissait la moitié supérieure de la page. Mon nom, mon adresse, le nom complet d'Avaline, sa date de naissance. Le formulaire était intitulé « Nomination de tuteur d'urgence ». Il s'arrêtait à mi-chemin de la page. Pas de signature, pas de notaire, pas de confirmation de dépôt. Juste le silence. Je me suis assise sur mes talons, le fixant. Au lever du soleil, la maison sentait légèrement le toast et le café noir. J'ai attendu qu'Ophélie ait installé Ava avec un livre de coloriage à la table de la cuisine avant d'apporter le formulaire. Je ne le lui ai pas mis sous le nez, je l'ai juste tendu doucement. « Tu n'étais pas censé trouver ça », dit-elle immédiatement, la voix tendue. Je me suis assise en face d'elle. Mais je l'ai trouvé, et j'ai besoin de comprendre. Ophélie a fixé le papier comme s'il pouvait s'enflammer dans ses mains. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Ses ongles tapaient sur le bord de sa tasse. J'allais le quitter, a-t-elle finalement dit, d'une voix plate. Juste après le diagnostic d'Avaline, je n'en pouvais plus. Il lui criait dessus quand elle pleurait, la traitait de fardeau. Une fois, il m'a enfermé dans la salle de bain toute la nuit après que j'ai renversé de la soupe sur son ordinateur portable. J'ai essayé de garder mes mains stables. Alors, qu'est-ce qui t'a arrêté? Elle a levé les yeux. Il a trouvé mes vieux dossiers de quand j'avais 17 ans, quand maman m'a emmené à cette clinique dans le nord de l'État. Tu te souviens? J'ai hoché la tête lentement, vaguement. Il y avait eu des chuchotements, une semaine où elle n'était pas rentrée à la maison. Il a dit qu'il les divulguerait. Dirait à tout le monde que j'étais instable, inapte, que personne ne me laisserait garder Avaline, que je finirais au tribunal à me battre contre lui sans rien à montrer. J'ai senti mon estomac se retourner. Et maman, ai-je demandé, bien que je craignisse déjà la réponse. Ophélie a eu un rire amer. Elle a dit que j'avais de la chance qu'il ne soit pas déjà parti. Tu n'es pas vraiment le haut du panier, m'a-t-elle dit. Sois reconnaissante. Je voulais pleurer, crier, briser chaque assiette dans l'évier. Mais au lieu de cela, j'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Tu n'es plus seule, ai-je murmuré. Plus jamais. Elle a hoché la tête, mais ses yeux sont restés fixés sur le formulaire à moitié rempli. Plus tard dans la nuit, après qu'elle et Avaline se soient couchées, je me suis remise à mon ordinateur portable. Le formulaire était de nouveau devant moi. J'ai ouvert une nouvelle version, les doigts planant au-dessus du clavier. Cette fois, je le finirai. Et cette fois, il serait déposé. Alors que je remplissais le formulaire sous une lumière vacillante, je ne me suis pas rendu compte que quelqu'un avait déjà agi contre nous. Le curseur clignotait devant moi alors que je remplissais le dernier champ du formulaire de tutelle, mon nom en lettres capitales fermes. Ma main tremblait, non pas de peur, mais d'épuisement. J'ai sauvegardé le brouillon et j'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran projetant une lueur bleue terne sur le mur de la cuisine. Dehors, l'aube essayait de percer les nuages bas. La lumière a vacillé une fois de plus au-dessus de ma tête avant de s'éteindre complètement. Je me suis assise dans la cuisine sombre, écoutant le doux bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel de cette vieille maison qui respirait autour de nous. J'étais debout avant le soleil, mon corps trop tendu pour dormir. Les événements de la nuit m'avaient laissé briser de manière que je n'étais pas prête à admettre, mais j'avais du travail à faire. La cafetière s'est mise en marche en crachotant alors que je m'appuyais sur le comptoir, les deux paumes à plat, regardant par la fenêtre de la cuisine le flou gris de l'arrière-cour.
La neige avait presque entièrement fondu, laissant derrière elle de la gadoue et de la boue. J'ai versé une tasse, pris une gorgée et me suis brûlé la langue. D'une certaine manière, cette douleur m'a ancré plus que toute autre chose. Sur la table se trouvaient les formulaires de tutelle imprimés, soigneusement empilés et agrafés. J'ai vérifié chaque ligne 2 fois, imprimé 3 copies et ajouté des notes autocollantes à tous les bons endroits. C'était réel maintenant. La maison était encore silencieuse. Ophélie n'avait pas bougé, et le moniteur d'Avaline dans le salon clignotait doucement, sans être dérangé. J'ai pensé que je pouvais faire déposer les papiers et être de retour avant qu'elle ne se réveille. C'était le plan. J'ai pris mon téléphone pour envoyer un texto d'avertissement à mon assistante, mais juste à ce moment-là, le téléphone d'Ophélie a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil. Il était écrit « maman ». J'ai hésité. Puis il a décroché tout seul. Le haut-parleur devait être réglé sur automatique. Et à cet instant, tout a basculé. Est-ce qu'elle dort encore? La voix de ma mère a crépité à travers le téléphone. Froide, calculatrice. Écoute, si elle dépose une demande, on l'enterre. Compris. Dis à Marlowe que j'ai toujours la photo de sa vieille facture de carte de crédit. L'expulsion, aussi. Ils ne la laisseront pas garder cette gamine. Pas avec un dossier comme ça. Je me suis figé. La tasse de café dans ma main s'est légèrement inclinée. Une seule goutte a touché le comptoir avec un léger bruit. Mon autre main est devenue engourdie. Elle a continué à parler, sans se rendre compte. Elle pense qu'elle peut débarquer et jouer les héroïnes. S'il te plaît. Cette fille a des squelettes dans le placard, et nous allons faire résonner chacun d'entre eux. J'ai terminé l'appel sans un mot. Mon pouce a plané sur l'écran une seconde de trop avant que je ne pose finalement le téléphone. Face contre table. Je suis sorti sur le porche, l'air froid me giflant et me réveillant d'une manière que le café n'aurait jamais pu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré, lentement et régulièrement, jusqu'à ce que je puisse à nouveau penser. Et il n'a pas fallu longtemps pour réaliser ce qui se passait. Ils se coordonnaient. Ma propre mère et Marlowe, l'homme qui avait battu ma sœur jusqu'au sang, travaillant ensemble, se préparant à utiliser comme une arme chaque erreur que j'avais jamais commise. La trace du fauteuil roulant d'Avaline était encore courbée dans la gadoue près de la rampe d'accès, un rappel de la raison pour laquelle je faisais cela. J'ai balayé la neige du pare-brise et je me suis glissé dans le siège du conducteur, l'enveloppe de la tutelle nichée sous mon bras comme une armure. Le trajet jusqu'au palais de justice fut silencieux. Pas de musique, juste le son de mes pneus sur la chaussée mouillée et le grincement occasionnel de mes essuie-glaces. Mes mains étaient si crispées sur le volant que j'ai dû les décoller lorsque je me suis garé devant le bâtiment en pierre grise. À l'intérieur, l'air était trop chaud et sentait légèrement le désinfectant. Une femme au bureau m'a remis un badge de visiteur sans trop d'histoire. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers la division des services à la famille. À mi-chemin dans le couloir, quelqu'un a appelé doucement « Madame ». Je me suis retourné. Un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, portant le badge d'identité standard du comté. Ses yeux ont dardé à gauche et à droite avant qu'il ne me tende une enveloppe manille ordinaire. « Ceci est arrivé pour vous », dit-il rapidement, puis il disparut dans le couloir avant que je puisse poser une question. Je me suis assise sur un banc, niché dans une alcôve tranquille, et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, tapée à la machine. Si vous déposez ceci, votre historique professionnel, votre défaut de crédit, votre avis d'expulsion de 2019 et votre dossier de probation du centre comportemental de l'État seront tous rendus publics. Vous la perdrez. Vous perdrez tout. J'ai fixé les mots, chaque ligne semblant plus tranchante que la précédente. Je n'avais pas pensé à cette expulsion depuis des années. C'était une période difficile. Après l'hôpital, après les médicaments, après tout ce que j'avais combattu pour reconstruire. Je ne savais pas qui savait, qui avait encore accès. Je pensais avoir tout enterré assez profondément. Mais c'était là, déterré, utilisé comme une arme. Je n'ai pas pleuré au début. Je suis juste resté assise là, tenant le papier comme s'il pouvait prendre feu dans mes mains. L'employé est passé à nouveau. Je me suis levé et j'ai marché vers la sortie sans rien déposer. J'ai pleuré silencieusement dans la voiture, non pas parce que j'avais peur de ce qu'il divulguerait, mais parce que j'ai réalisé qu'il pensait que cette honte me possédait encore, que la peur d'être exposé l'emporterait sur l'amour, que je plierais. Il ne me comprenait pas du tout.
Je suis arrivé dans l'allée juste au moment où la dernière lueur du jour s'estompait. La lumière du porche était allumée. À travers la fenêtre, je l'ai vue recroquevillée sur le canapé, profondément endormie. Avaline gisait à côté d'elle, sa petite main drapée sur la poitrine de sa mère. Elles avaient l'air paisibles, intactes pour une fois. Je suis resté là un moment, à les regarder à travers la vitre. Puis je suis entré, j'ai jeté l'enveloppe scellée sur la table et je me suis assise avec mon ordinateur portable. J'ai supprimé chaque brouillon des documents de tutelle. Chaque mot, chaque fichier avait disparu. Ils pensaient que je jouerais selon les règles, que j'attendrais, que j'avais besoin d'une approbation. Mais je n'avais plus besoin de permission, et je n'attendais pas l'approbation d'un tribunal pour les protéger. 2 jours ont passé. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je n'ai pas expliqué pourquoi je n'avais pas déposé les papiers de tutelle au palais de justice ou pourquoi j'avais soudainement cessé de faire les 100 pas dans le couloir la nuit. J'ai juste observé. J'ai écouté. J'ai planifié. Ophélie pensait que j'étais émotionnellement épuisé. Peut-être que je l'étais un instant, mais il y a une différence entre s'effondrer et se recalibrer. Et une fois le choc passé, j'ai réalisé ce que je devais faire. En milieu d'après-midi, j'étais garé en face d'un café du centre-ville, un de ceux qui servaient du café Racine et qui avait juste assez de passage pour s'y noyer. Je les y avais déjà vus, ma mère et Marlo, au même endroit où ils s'étaient autrefois penchés sur des prospectus d'église et des menus de mariage. Maintenant, je les regardais entrer à nouveau ensemble, seulement cette fois, ils n'ont pas remarqué l'ombre derrière la fenêtre givrée de l'autre côté de l'allée. Je me suis glissé dans une banquette 3 sièges derrière, hors de leur champ de vision direct. Le col de mon manteau relevé, l'écharpe lâche. Mon téléphone était posé à plat sur la table, en train d'enregistrer. Je n'ai même pas tressailli quand j'ai entendu sa voix. Je te le dis, siffla ma mère en remuant sa tasse. Une fois qu'on aura prouvé qu'elle est instable, ils reprendront Ophélie. Aucun juge ne mettra en doute un couple marié face à une femme célibataire avec ce genre de passé. Marlo a eu un rire sec. Elle est en train de craquer de toute façon. Il suffit d'une petite poussée. Cette fille est un handicap. J'ai retenu mon souffle. Chaque syllabe me brûlait. Elle ne fait que jouer les héroïnes, marmonna maman. Et quand elle déposera sa demande, on l'enterre. Publiquement, légalement, financièrement. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. Je suis juste resté assise là à écouter, à collecter. Ils ont continué à parler comme si comploter contre leur propre famille était aussi banal que de choisir des rideaux. Quand ils se sont finalement levés pour partir, j'ai attendu une bonne minute avant de me lever et de sortir par la porte arrière. En rentrant chez moi, je me suis à peine souvenu des feux rouges ou des virages, juste de leur voix qui résonnait encore et encore dans ma tête. Ce n'était pas seulement moi qu'ils voulaient briser. C'était Avaline. Ophélie. Notre sentiment de sécurité. Au moment où j'ai franchi la porte, la lumière extérieure s'était adoucie en un or vespéral. Ophélie était recroquevillée sur le canapé, Avaline nichée à côté d'elle, toutes deux somnolents sous la même couverture usée que nous utilisions pendant les tempêtes d'hiver. Je me suis assise doucement à côté d'elle. « Ophi » dis-je doucement. Elle a remué, les yeux s'ouvrant en clignant. J'ai brandi le téléphone, j'ai appuyé sur lecture. Alors que leur voix emplissait la pièce, elle s'est redressée d'un coup. C'est d'aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Son visage s'est décomposé, les mains tremblantes. Il n'allait jamais s'arrêter, n'est-ce pas? Non, dis-je doucement. Il n'allait pas le faire. Elle a essuyé ses yeux, puis a hoché la tête. D'accord. Et maintenant? Je n'ai pas répondu avec des mots. Je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti une vieille carte de visite du tiroir usé, légèrement pliée, toujours conservée après toutes ces années. À l'époque où j'étais bénévole à la clinique juridique pour femmes, j'avais encadré une jeune femme qui terminait son diplôme en travail social. Elle avait un feu en elle qui me rappelait qui j'étais autrefois. J'ai appelé le numéro. Nous nous sommes rencontrés 2 heures plus tard au centre communautaire. Elle m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse, bien que son visage soit tendu. « Je suis contente que tu aies appelé », dit-elle en m'entraînant dans l'une des salles annexes. « Parce que je voulais te contacter. » J'ai froncé les sourcils. « Pourquoi ?» Elle a hésité. « Ta famille a déposé des plaintes, affirmant que tu as eu des crises émotionnelles, que tu les as menacées, que tes finances sont instables. » Ma poitrine s'est serrée, mais je suis resté calme.
Est-ce que ça prend? Pas encore, dit-elle en sortant un petit bloc-notes. Mais s'ils insistent par assez de canaux, ça pourrait prendre de l'ampleur. Je lui ai tendu mon téléphone et une deuxième feuille de papier. Voici l'enregistrement et une liste d'eurodatages. J'ai besoin que ce soit consigné avant qu'il n'essaie autre chose. Elle l'a pris en hochant la tête, sans poser de questions. Ça va, demanda-t-elle en levant les yeux. Je suis solide, dis-je, en pensant chaque mot. Plus tard dans la nuit, je suis rentré à la maison pour trouver Avaline assise à la table de la cuisine, un papier froissé à la main. Elle s'est approchée de moi, le tenant comme si c'était de l'or. Je t'ai fait quelque chose, dit-elle timidement. J'ai déplié le papier. Un bonhomme allumette avec des boucles brunes folles, une cape rouge vif et un sourire féroce se tenait à côté d'une maison de travers. Au-dessus, elle avait griffonné au crayon violet, « C'est toi la courageuse maintenant ». Je me suis agenouillé et je l'ai serré si fort qu'elle a couiné. Puis j'ai épinglé le dessin sur le réfrigérateur juste à côté d'un reçu délavé d'une station-service près de la route enneigée il y a 2 semaines, le jour où je les avais trouvés grelottant dans le froid. Les deux choses côte à côte, un rappel du chemin que nous avions parcouru et de la distance que j'étais prête à parcourir. Je ne protégeais plus seulement Avaline. Je me préparais à la guerre. Et la guerre, j'ai appris, commence doucement. Avec des détails, des chronologies, des noms, des preuves. Une semaine plus tard, nous nous tenions devant le palais de justice. L'air était humide à cause de la bruine matinale, le trottoir glissant sous nos chaussures. Ophélie était assise à côté de moi sur le banc de pierre, tripotant nerveusement la manche de son chemisier. Elle semblait fragile à ce moment-là, plus petite que dans mon souvenir, mais ses yeux contenaient quelque chose de stable, une force tranquille qui n'était pas là auparavant. J'ai baissé les yeux sur mon manteau. Le même que je portais cette nuit-là où je les avais trouvés au motel, trempée, tremblante. Avaline était blottie contre sa mère comme un moineau blessé. Je ne l'avais pas nettoyé. L'ourlet portait encore de légères taches de sel de la neige. Il me semblait maintenant être une armure. Prête, ai-je demandé doucement. Ophélie a fait un petit signe de tête. Avaline était avec notre voisine, Madame Cardwell, qui avait tenu à faire des biscuits avant notre départ ce matin. Va leur dire la vérité, ma chérie, m'avait-elle dit en me serrant l'épaule. Dieu sait que quelqu'un dans cette famille en a besoin. À l'intérieur, le palais de justice bourdonnait d'une tension fluorescente. Je pouvais entendre quelqu'un taper rapidement au-delà des portes de la salle d'audience. J'ai reconnu quelques personnes qui attendaient sur les bancs, pour la plupart des étrangers, mais je savais pourquoi ils étaient là. Ma mère et Marlo avaient demandé la garde d'urgence d'Avaline. L'accusation, que j'étais émotionnellement instable, financièrement irresponsable et sujette à des accès de violence. J'avais lu chaque mot. Le langage était acéré, calculé et chirurgical. Ça faisait mal, mais c'était aussi un mensonge. On nous a appelés juste après 9 heures. La salle d'audience elle-même était modeste, lambrissée, du genre où tout semblait trop immobile. La juge, une femme aux cheveux gris avec des lunettes carrées et un front profondément ridé, ajustait ses papiers alors que nous nous asseyions. Rosalie et Marlo étaient assis en face de nous, polis et suffisants. Ma mère portait une écharpe en soie, du rouge à lèvres rose pâle, et cette expression qu'elle arborait toujours aux réunions de parents d'élèves composées mais rusées. Marlo ressemblait à ce qu'il était toujours en public, cheveux coupés courts, cravate trop serrée, et un visage qui vous mettait au défi de le dénoncer. La juge s'est éclaircie la gorge. Nous sommes ici pour examiner la requête d'urgence déposée par Marlo et Rosalie Whitmore concernant la mineure Avaline Whitmore. Madame Kesvone, vous êtes répertoriée comme la tutrice actuelle? Oui, votre honneur, ai-je répondu, la voix égale. La juge a parcouru les papiers. Il y a de graves allégations dans cette requête. Avant de procéder aux plaidoiries, avez-vous des preuves préliminaires à soumettre? Je me suis levé. Oui, votre honneur. J'aimerais soumettre 2 pièces à l'examen de la cour. J'ai avancé, mes talons claquant faiblement sur le sol, et j'ai remis à l'huissier mon téléphone et un reçu imprimé. Pièce numéro 1, un enregistrement audio. Daté d'il y a 4 jours. Enregistré au Riverstone Café. La juge a hoché la tête. L'enregistrement a été diffusé dans la pièce, clair et net. La voix de ma mère a retenti. Une fois qu'on aura prouvé qu'elle est instable, on récupère la garde de la fille. L'État ne mettra pas en doute un couple marié face à une femme célibataire avec son passé. L'atmosphère de la pièce a changé.
J'ai vu le choc se propager comme une vague. Quelqu'un près du fond a halté. La juge a haussé un sourcil. Rosalie s'est levée d'un bond. Cela a été pris sans permission. Asseyez-vous, a sèchement ordonné la juge. Continuez, Madame Vaughn. J'ai brandi la deuxième pièce. Ceci est un reçu du Hawthorne Motel, daté de la nuit de la tempête de neige. Il montre 2 chambres louées à mon nom. J'ai récupéré Ophélie et Avaline cette nuit-là après qu'elles aient été mises à la porte par Rosalie et Marlowe. Ma sœur saignait. Sa fille était dans un fauteuil roulant sans manteau. Ce document prouve qu'ils savaient exactement où elles étaient et n'ont rien fait. Je suis retourné à ma place. L'air était redevenu immobile, mais cette fois, il était lourd. Les mains de Marlowe se sont crispées sur la table, sa mâchoire s'est tendue. Je pouvais voir le rouge monter à son cou. Puis il a craqué. « Tu te crois meilleur que nous » a-t-il rugi en se levant. On a fait ce qu'on avait à faire. Cette gamine coûte une fortune. La pièce s'est figée. Même la juge a cligné des yeux. « Pardon » a-t-elle demandé lentement. Marlowe a cligné des yeux, respirant difficilement. Puis, comme une digue qui se fissure, il a laissé échapper, on a pris ses chèques. Tous. Invalidité, pension alimentaire, tout. On le méritait après ce qu'on a fait pour cette famille ingrate. La main de Rosalie s'est portée à sa bouche, mais il était trop tard. Je suis restée assise, silencieuse. Merci, ai-je dit doucement. La juge a griffonné quelque chose furieusement, puis a levé les yeux. La requête d'urgence est suspendue avec effet immédiat. Une enquête formelle sur l'abus financier commencera aujourd'hui. Huissier, escortez Monsieur Whitmore à l'extérieur. Marlowe a recommencé à crier, mais 2 officiers de justice l'avaient par les bras avant qu'il ne puisse finir. Rosalie n'a pas bougé. Son visage était devenu gris. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient fixés sur Ophélie, qui pleurait doucement à côté de moi. Pas de sanglots, pas de théâtralité, juste le genre de larmes qui viennent quand on réalise que la guerre qu'on n'a jamais voulu est enfin, douloureusement, presque terminée. La juge s'est levée. L'audience est levée. Nous sommes sortis sans un mot. Dehors, dans le couloir, les lumières fluorescentes semblaient soudainement chaudes. Ophélie a murmuré, je ne pensais pas qu'il s'arrêterait un jour. Je me suis tourné vers elle, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Ils ne s'arrêtent pas, mais ils trébuchent. Et cette fois, ils tombent sur leur propre épée. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai bordé Avaline. Elle s'est blottie à côté de sa chouette en peluche et a demandé, on a gagné? J'ai écarté les cheveux de son front. Pas encore, ma puce, mais on y arrive. Elle a fouillé dans sa table de nuit et a sorti un morceau de papier plié. Pour toi, dit-elle. Je l'ai fait aujourd'hui. C'était un dessin, un autre bonhomme allumette avec une cape rouge se tenant droit à côté d'un fauteuil roulant et d'un grand cœur. Au-dessus, en lettres de crayon tremblantes, il était écrit « Ma tante Caisse ». Elle ne ment pas. Je l'ai accroché au réfrigérateur juste à côté du reçu du motel. Ils avaient finalement été démasqués, mais je savais qu'il ne fallait pas croire que c'était fini. Un mois s'est écoulé comme les feuilles qui tombent en automne, calme, régulier et sans grande cérémonie. Certaines personnes pensent que la justice arrive avec des sirènes et des menottes. Mais pour nous, elle est venue avec de la paperasse, du silence et de l'espace. J'avais déménagé. Pas loin, juste assez pour être plus proche de la clinique externe où Ophélie avait commencé ses séances de thérapie. Mon nouvel endroit n'était pas luxueux. Une maison de plein pied nichée derrière une rangée de chênes avec un porche qui captait le soleil de fin d'après-midi. Pas de comptoir en marbre ni de thermostats intelligents, mais il y avait quelque chose que notre ancienne maison n'avait jamais eu. La paix. Ce matin-là, j'ai installé 3 chaises sur le porche. La balançoire en bois grinçait derrière moi alors que je posais une couverture douce et fraîchement lavée sur l'un des sièges, la même que j'avais enroulée autour d'Avaline la nuit où je les avais trouvées, grelottantes, trempées et abandonnées. Maintenant, la couverture était recousue et propre, parfumée à la lavande, avec un ruban bleu doux noué autour. Je n'avais rien dit à Ophélie à ce sujet. Je voulais juste qu'elle l'ait quand elle serait prête. Elle est sortie un peu après 9 heures, tenant une petite assiette avec 2 parts de tarte aux pêches. Ses pas étaient plus assurés maintenant, moins d'hésitation dans sa posture. Elle avait encore besoin de guérir, mais elle ne tressaillait pas quand le vent touchait son cou ou quand une voiture passait trop près. Cela seul semblait être un miracle.
Avaline la suivit avec son carnet de croquis sous le bras, ses roues crissant doucement sur les feuilles mortes qui n'avaient pas encore été balayées. Elle avait une pince papillon dans les cheveux et un sourire malicieux qui me rappelait Ophélie quand elle était petite. Elles se sont assises avec moi, Ophélie avec la tarte, Avaline avec ses crayons, et nous avons simplement existé pendant un moment. Pas d'appel téléphonique, pas de date de tribunal, juste 3 femmes, 2 en convalescence, une se souvenant. J'ai revu Madame Hélène, a dit Ophélie après un moment, en parlant de sa thérapeute. Nous avons parlé des limites et de la culpabilité. Ses yeux ont croisé les miens, juste brièvement, puis sont retournés sur ses genoux. Tu ne me dois aucune excuse, ai-je dit. Aucune. Elle a baissé les yeux vers l'assiette et a fait un petit signe de tête, les lèvres pressées. Pourtant, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Sur ce qu'il faisait. Sur tout ça. Je n'ai pas insisté. Parfois, le cœur a plus besoin de silence que de sympathie. Tu survis, dis-je doucement. C'est suffisant. Elle a pris une inspiration, l'a retenue, et l'a laissée aller. De l'autre côté de la cour, un écureuil a filé sous la clôture. Avaline a gloussé et est retournée à son dessin. Puis, sans lever les yeux, elle l'a tendu vers moi. C'était nous Ophélie, Avaline et moi dessinés au crayon. Nous nous tenions la main sous un grand soleil orange. La maison derrière nous avait une petite balançoire sur le porche et un arbre aux branches tordues mais aux feuilles vives. « Tu as fait ça ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, timide mais fière. Ça s'appelle chez nous. Ma gorge s'est serrée. J'ai réussi à m'éclaircir la voix et à sourire. C'est magnifique. Ophélie a attrapé la couverture enveloppée de ruban à côté de moi, ses doigts l'effleurant doucement. Ses yeux se sont écarquillés quand elle l'a reconnu. Tu l'as gardée ? Bien sûr que je l'ai gardée. Elle a hésité avant de la déplier, passant ses mains le long des coutures réparées. Il y avait des marques de cette nuit que je n'avais pas pu réparer, mais je n'ai pas essayé de les couvrir. Elle faisait partie de l'histoire, partie de la force. Je voulais que tu l'aies, ai-je dit, non pas comme un rappel de ce qui s'est passé, mais de ce que tu as traversé. Elle a de nouveau hoché la tête, plus lentement cette fois, serrant le tissu contre sa poitrine. Nous sommes restés assises là un peu plus longtemps, laissant le vent fredonner autour de nous comme une berceuse. À l'intérieur de la maison, la bouilloire a cliqué, probablement fini de bouillir, mais aucune de nous n'a bougé. Finalement, Ophélie m'a regardé et a dit, « Tu penses que c'est vraiment fini ?» Non, ai-je dit. Mais je pense que nous avons empêché quelque chose de se répéter. Elle a baissé les yeux vers Avaline, qui fredonnait maintenant doucement en faisant tournoyer son crayon, puis est revenue vers moi. Je n'ai pas tout réparé, ai-je admis. Mais peut-être que nous avons brisé le cycle. J'ai repensé à cette nuit dans la neige. La façon dont les petits doigts d'Avaline s'accrochaient à sa poupée, la teinte violacée de sa peau, la panique dans les yeux d'Ophélie. J'avais entendu Rosalie dire, la famille ne s'abandonne pas, juste avant de les jeter dans la tempête. C'est drôle comme les gens comme elles disent toujours les bonnes paroles tout en faisant la mauvaise chose. Maintenant, la seule tempête qui restait était dans la mémoire. À l'intérieur de la maison, mon téléphone a vibré. Un texto du greffier du tribunal. Rosalie et Marlot avaient été condamnés à payer des réparations pour des années d'allocation d'invalidité détournées et se sont vus refuser tout droit de visite. Ils n'allaient pas en prison. Pas encore. Mais leur réputation était ruinée en ville. Les gens qui fermaient autrefois les yeux traversaient maintenant la rue pour les éviter. Ce n'était pas de la vengeance, mais c'était quelque chose. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais apaisé. La balançoire du porche a de nouveau grincé derrière nous. Je me suis penché en arrière, regardant le ciel passer de l'ambre au bleu pâle. Parfois, ai-je dit à voix haute, plus pour moi-même que pour quiconque, la guérison ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble simplement au fait d'être présent. Ophélie n'a pas répondu, mais elle a posé sa tête sur mon épaule, et c'était suffisant. Avez-vous déjà été celui ou celle qui a tracé la ligne dans votre famille ou celui ou celle qui a été laissé dans la tempête ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires.